Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour Médiasphère. Chaque vendredi, nous nous retrouvons pour une petite sélection de nos coups de cœur de la semaine. Aujourd'hui, Pauline Courceau est avec moi. Bonjour Pauline. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Pascal Cobet, rédacteur en chef et cofondateur de la revue L'Alpe. On en reparle dans un instant. Votre revue a vocation à prendre de la hauteur, beaucoup de hauteur par rapport à l'actualité chaude. C'est une actualité qui vous intéresse moins, l'actualité chaude, ou l'idée c'était de proposer complètement autre chose? Effectivement, le rythme trimestriel fait qu'on est toujours un petit peu, non pas en retard, mais il faut qu'on anticipe énormément. Notamment sur les annonces d'exposition ou les parutions de nouveaux livres. Donc on a une partie actualité sur la fin de la revue, qui fait quand même entre 16 et 20 pages. Mais l'essentiel du contenu, c'est évidemment des recherches de scientifiques à qui on demande de mettre en avant leur savoir, mais surtout de mettre en avant à destination du grand public. Et donc, moi j'ai une phrase très simple, je leur dis « écrivez pour des lycéens ». Donc c'est un savoir extrêmement pointu, extrêmement fort, extrêmement important, mais en même temps, il faut que chacun puisse le lire. La vocation de la revue, elle est là. Et bon, on en reparle dans un instant. On commence avec la une de la semaine. Montagne Magazine nous propose un focus sur la ville d'Annecy avec un article sur la Riviera alpine et des bons plans pour aller grimper. À lire également un dossier intéressant sur le mariage parfois contre nature entre le monde de la montagne et celui de l'olympisme. Pauline, comme chaque semaine, vous vous êtes intéressée à l'actu côté réseaux sociaux. Je vais y arriver aujourd'hui. C'est notre rubrique Actu Connectée. Alors Pauline, la loi montagne a fait l'unanimité à l'Assemblée. Quasiment l'unanimité, c'est Sophie Dion qui a tweeté cette semaine, la députée du Pays du Mont Blanc. La loi montagne a été approuvée à 500 voix contre une. Alors les députés ont salué bien évidemment un moment rare. La loi montagne, elle datait de 1985 et n'avait pas été refaite depuis. Il reste donc désormais beaucoup de travail une fois qu'elle aura été adoptée par le Sénat. Puis on en reparle dans vos tops et flops de cette fameuse loi montagne. Et puis la grande boucle est attendue à Chambéry. Exactement, le Tour de France 2017 passera par Chambéry. Ce sera l'arrivée de l'étape Nantua-Chambéry. Ce sera tout simplement l'étape reine du Tour. Elle aura lieu le 9 juillet prochain. Pour vous donner un ordre d'idée, il y aura 4600 mètres de dénivelé sur toute cette étape. C'est énorme. Enfin, pour nous, on n'y arriverait même pas, Fanette. Et ça passera également par le Mont du Chat. Ce sera donc une étape à ne pas rater le 9 juillet prochain à Chambéry pour aller applaudir tous les coureurs. Merci Pauline, tout de suite c'est le top 3. Et on débute donc ce top 3 avec un portrait politique, Fanette. Voilà, c'est le Faucigny qui nous propose le portrait de Christian Vullier. L'ancien conseiller régional a été choisi pour présider le comité d'organisation des primaires en Haute-Savoie. D'une neutralité presque helvétique, peut-on lire dans l'article. L'élu aura charge de rassembler des soutiens très divisés, on le sait, dans le département, entre les différents candidats. 144 bureaux sont prévus en Haute-Savoie. Pour info, en Savoie, c'est le sénateur Jean-Pierre Vial qui tient ce rôle d'organisateur et d'arbitre. D'ailleurs, je précise qu'on recevra ces deux invités dans l'invité de la rédaction le 7 novembre prochain pour parler justement de ces primaires qui ont lieu les 20 et 27 novembre prochains. Le deuxième article top, c'est le Messager, nos confrères du Messager qui font un tout nouveau lifting. Voilà, vous pouvez le voir sur les unes, sur l'écran ou entre mes mains. Donc c'est tout le groupe qui a revu ces unes et puis ces pages intérieures. Le but, c'est de donner plus de confort aux lecteurs et plus de place aux articles. L'évolution du contenu est aussi prévue, mais ça prendra un petit peu plus de temps. Pour en parler, nous recevrons Samuel Thomas, qui est rédacteur en chef dans Médiasphère, le 11 novembre prochain. Enfin, un dernier article qui vous retient particulièrement à cœur, Fanette. Oui, c'est un vrai coup de cœur, alors pour moi, mais pas seulement, du public, des critiques. C'est une critique à lire dans Télérama. Ma vie de courgette de Claude Barras est sorti dans les salles mercredi. Le film réalisé en stop motion et dans la région Rhône-Alpes est un véritable bijou d'animation. On regarde un petit extrait parce que j'adore ça. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten Puder. Dann müsste ich nicht mehr schreien. Alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein. Im kalten
Eh bien, on se précipitera dans les salles pour ceux qui ne l'ont pas vu, et c'est mon cas, et je me déplacerai. Merci beaucoup, Fanette. Tout de suite, Pascal Cobert, on reçoit donc le rédacteur en chef de l'Alpe Magazine. C'est le focus de la semaine. Pascal Cobert, rebonjour. Nous allons donc parler de l'Alpe, qui est un trimestriel assez atypique dans le paysage médiatique. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, c'est assez exigeant, c'est écrit par des chercheurs, des scientifiques, mais ça doit parler au plus grand nombre. Ça doit parler au plus grand nombre, absolument. Et c'était l'objet dès la création de la revue, que de créer une revue d'abord à vocation européenne, puisque notre baseline, comme on dit en termes de communication, c'est culture et patrimoine de l'Europe alpine, d'évoquer majoritairement les aspects, les volets culturels et patrimoniaux, plus que les volets sportifs ou touristiques, et de faire appel effectivement à des savants, à des chercheurs, à des scientifiques, qui souvent travaillent un peu isolés dans leurs universités ou dans leurs centres de recherche, et n'ont pas ni vocation, ni envie, ni l'occasion, souvent, de transmettre le fruit de leur recherche au grand public, alors qu'il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui sont travaillées dans ces centres de recherche. Vous les aidez à vulgariser leurs travaux ? Oui, énormément, oui. Oui, alors évidemment, ça dépend des chercheurs. Certains ont une capacité plus fine à écrire pour le grand public, mais très souvent, on fait énormément de propositions de réécriture. Et puis surtout, on remet en scène, c'est un petit peu un boulot de chef d'orchestre, on remet en scène leurs contributions avec aussi tout un travail sur l'habillage des articles, évidemment, mais aussi la partie iconographique, la recherche icono, pour illustrer ce qu'ils proposent, ce qui n'est pas toujours extrêmement facile, puisqu'il y a des sujets, des sujets sur les langues régionales, par exemple, ce n'est pas forcément très facile à illustrer. Oui. Donc on fait aussi appel, par exemple, à des créateurs contemporains à qui on dit, ben voilà, ce texte pour nous est inillustrable, qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme lecture artistique autour de ce texte? Et donc on a comme ça des illustrateurs, des créateurs, des graphistes qui travaillent pour nous. D'ailleurs, en parlant d'illustration, vous avez travaillé, vous personnellement, sur un article sur des écrits de Jacques Chirac, qui a été stagiaire, voilà, on le voit, à la préfecture de l'Isère. Il avait 25 ans, c'était en novembre 57. Là, donc, on voit, il y a un super travail de l'illustrateur. Et puis, vous êtes allé dégoter des écrits qui ont été un petit peu difficiles à trouver. Oui, alors ils étaient un peu difficiles à trouver. Je vais insister effectivement sur le travail de Seb Jardot, parce que c'est quelqu'un, là aussi, quand on a des sujets à illustrer avec un portrait, c'est un illustrateur qui est basé dans le sud de la France, à qui on fait appel de façon assez régulière et qui a vraiment une merveilleuse plume, une merveilleuse patte. Et ce document, ce rapport de l'ENA rédigé par Jacques Chirac, il avait donc 25 ans, a été extrêmement compliqué à trouver parce que je suis allé aux archives, il était référencé sous un numéro qui n'était pas le bon, sous ce numéro-là il y avait autre chose. Enfin, et finalement, en cherchant, en farfouillant un peu plus, j'ai trouvé ce fameux rapport de l'ENA où Jacques Chirac parle des Dauphinois, enfin des habitants de l'Isère, puisqu'il faisait son stage à la préfecture de l'Isère, stage de l'École nationale d'administration, et il raconte des choses qui aujourd'hui nous paraissent totalement étonnante, surréaliste, par exemple sur le besoin, et effectivement à cette époque, dans les années 50, c'était ça, sur le besoin de trouver des travailleurs étrangers pour venir travailler à la reconstruction de la France, finalement. Et il dit dans ces textes, voilà, il faut aller les chercher, quoi. Donc une espèce d'ode à l'immigration qu'aujourd'hui on n'entendrait plus dans une bouche de droite. C'est assez curieux. Ça vous a pris du temps de chercher tous ces documents pour cet article? En fait, il n'y en a qu'un seul, le document. Le temps que j'ai passé beaucoup de temps à trouver le document. Une fois qu'il était trouvé, effectivement, le lire, c'est très rapide. Il doit faire une trentaine de pages, je crois. Je ne sais plus, je donne le détail. Oui, une trentaine de pages, bon, c'est assez vite lu. Et d'en ressortir un peu la subscientifique moelle et les passages les plus, entre guillemets, croustillants, en fait, ce qui est un peu... la dérive naturelle des journalistes, de trouver les passages les plus croustillants, ça a été assez facile après. Alors moi, je vais vous parler surtout de la une de ce mois-ci. Alors elle est un peu loin, je ne peux pas vous l'attraper, concernant les mines et concernant les mines et les mineurs. Alors moi, je suis du Nord. Les mines et les mineurs, en général, c'est plutôt du Nord. C'est pas des Alpes. Du coup, comment on finit par parler des mines et des mineurs dans l'Alpe, tout simplement? Eh bien, si vous êtes du Nord, vous allez voir que le portfolio que nous consacrons à un photographe dans chaque numéro était consacré aux terrils du Nord. Exactement, qui sont devenus des pistes de ski. Qui sont devenus des pistes de ski et même des vignobles. Exactement. On y fait un vin qui s'appelle le Charbonnet. Et qui doit être édité à, je sais pas, 150, 200
bouteilles, enfin, ou 2000, j'en sais rien. Comment on est venu à ça? Simplement parce que la vocation de l'Alpe est d'évoquer un sujet dans un gros dossier dans chaque numéro, et que ça fait très longtemps que j'avais envie de faire quelque chose autour des Alpes souterraines. On ne le sait pas, mais finalement, les mines, enfin tout ce qui concerne l'exploitation à la fois du charbon, du sel, du fer, de l'or, de l'argent, sont des activités alpines. On a connu des espèces de corons, comme chez vous, finalement, au-dessus de l'Alpe d'Huez, près de Grenoble, à pas loin de 2000 mètres d'altitude, quoi. Donc une espèce de cité ouvrière qui était là dès le Moyen-Âge. Et on avait envie de traiter ça. Et j'étais parti sur un sujet plus large en disant, tiens, on pourra faire aussi la spéléo, puis les cristalliers. Et puis finalement, en travaillant sur le sommaire de ce numéro, on s'est aperçu que rien que sur le sujet mine, et mineur surtout, j'insiste sur mineur, parce que ce n'est pas simplement un sujet sur les cailloux, les techniques, l'histoire, oui, il y a une vraie etc. histoire d'homme aussi. Il y a une vraie histoire d'homme, et en particulier, il y a quelques histoires d'hommes d'ailleurs récentes qui concernent la partie savoyarde des Alpes, puisqu'on a découvert par exemple que l'école des mines avait une antenne à Pesé-n'Encroix, qu'en fait, d'une certaine manière, l'école des mines est née à Pesé-n'Encroix, avec une sorte de lieu qui pouvait accueillir les stagiaires et sur lesquels ils pouvaient travailler sur le terrain. Ou cette fameuse affaire que nous a détaillé l'un de nos auteurs sur des accidents qui avaient lieu sur un tunnel entre l'Arc et la Maurienne, si je ne m'abuse, et où ça a créé des grandes grèves. Enfin, on est là vraiment dans l'univers ouvrier aussi, sur des ouvriers artistes aussi, de la Mure, hein, un type qui faisait des objets d'art avec des pièces de métal qu'il avait récupérées sur ses chantiers. Enfin, on évoque la mine, mais pas seulement sur l'aspect strictement historique ou technique. C'est un peu du nord dans les Alpes. Voilà. Dernière question sur le prochain numéro. Il sortira en décembre avec une une consacrée à la grande aventure de la glisse. Il y a encore des choses à dire qui n'ont jamais été dites sur ce sujet-là? Je ne sais pas si elles n'ont jamais été dites, mais en tout cas, on a fait appel à des chercheurs qui nous ont trouvé des angles effectivement assez originaux, en particulier le fait que la glisse, alors là on l'a à l'écran, cette image magnifique, c'est une image de Robert Doisneau, parce qu'on avait organisé il y a quelques années déjà une grande exposition sur les Alpes de Doisneau dans un musée ami à Grenoble, au musée de l'Ancien Évêché. Alors cette photo a été prise à Megève, elle représente en fait la femme de Robert Doisneau avec l'un de ses cousins. Et puis là, on sent qu'ils vont partir à l'aventure. Mais c'était en 1936, juste avant qu'on ne décide des congés payés. Et en réalité, on s'aperçoit que la glisse dans la montagne, à l'origine, elle ne servait pas tellement à se faire plaisir sur les grandes pentes de poudreuse, mais elle servait surtout à faire du transport, à faire de la schlite dans les Vosges, à descendre les balles de foin, plus tard à descendre les touristes qu'on descendait dans un système qu'on appelait la ramasse. Donc c'était des gens qui tenaient une espèce de traîneau et puis les touristes étaient derrière. Ils avaient une grande frayeur évidemment en descendant ces pentes d'herbe parce qu'on ne savait pas comment on arrivait dans quel état est-ce qu'on allait arriver en bas. Ça, le développement de la glisse autour de la Belle Époque, parce qu'au fond tout est parti de là, du point de vue de ces sports d'hiver, qui à l'origine d'ailleurs étaient plutôt autour de la luge, du bobsleigh, du skeleton, etc., que du ski. Le ski ne s'est réellement développé qu'à compter de la fin de la Première Guerre mondiale. Et puis on va jusqu'au développement des cultures un petit peu alternatives, snowboard, né de la vague californienne des hippies dans les années 60, en passant par, alors qu'est-ce qu'on a encore, un photographe suisse qui a fait un merveilleux travail qu'il appelait Jour Blanc, où il a photographié à la fois des gens et des paysages, mais qui sont d'une blancheur absolument extraordinaire. Merci. Donc tout ça, c'est à découvrir dans l'Alpe à partir de décembre, ce dont vous venez de parler. Il y a Fin novembre. Fin novembre. Il y a un super abécédaire aussi préparé par Gilles Chiappaz. Donc l'Alpe, c'est tous les trimestres dans les librairies et dans les kiosques. Merci beaucoup Pascal Cobert. Merci à vous pour l'invitation. Pauline, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, vous nous proposez vos tops et flops et on commence avec les flops. Ce Garé va coûter plus cher à Saint-Julien. Exactement, à partir du 1er novembre, la ville modifie ses conditions d'accès à certains parkings de la ville, celui de la place du marché et de la gare. Alors l'objectif au départ est plutôt clair, c'est inciter à prendre les transports en commun, pourquoi pas. Seulement pour les gens qui ne peuvent prendre que leur voiture, effectivement, ça commence à coûter cher au porte-monnaie, ce sera 4 € la journée. Donc voilà, ce sera à partir du 1er novembre. Et puis l'aéroport de Genève
Genève épinglé par une étude de l'université. Exactement, l'aéroport de Genève qui est le plus grand aéroport de la région, c'est 15 millions de passagers par an. Alors l'étude, elle était basée sur l'impact sur la santé des riverains. Il y a 600 000 riverains autour de l'aéroport. Les pollutions sonores et atmosphériques seraient responsables de 21 décès par an, ce qui est énorme. Les écologistes demandent une votation populaire pour justement un développement plus mesuré de cet aéroport du trafic. En 2030, il pourrait y avoir 25 millions de passagers. Donc c'est à lire dans le Messager. Chez France 3 même. Chez France 3. Une bonne nouvelle aussi pour les paysages de montagne, on passe au top. Exactement, c'est nos confrères de Montagne Magazine. La loi Montagne va désormais imposer le démontage des installations laissées à l'abandon, ce qui pourra faire de plus jolis paysages. C'est une petite victoire pour l'association Mountain Wilderness. Elle essaie déjà de le faire dans plusieurs stations, notamment à Orange en Haute-Savoie. Depuis 15 ans, Fanette, ils ont récolté 400 tonnes de déchets dans les massifs des Alpes français. Et enfin, une bonne adresse pour terminer. Exactement, Fanette. Si vous avez faim, il faut aller du côté tout simplement de l'Épin-le-Lac en Savoie, au bout du lac d'Aiguebelette. Il y a un vice-champion du monde de pizza, tout simplement. Il est savoyard, c'est Laurent Raimondo. Il a participé au championnat du monde, je vous le donne en mine, à Rome. Il était du 3 au 4 octobre dernier. Il espère également décrocher le titre de champion de France dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à aller goûter ces pizzas. A priori, ça a l'air d'être presque les meilleures du monde en tout cas. Merci beaucoup, Pauline. Merci encore d'être venue sur notre plateau. C'était Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour une petite sélection de tout ce qu'il y a à lire et découvrir en Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle journée. À bientôt.